Donc, organiser de façon périodique un grand débat pour trouver les réponses les plus appropriées aux préoccupations nationales communes est la nouvelle démarche qu'Africa Jom Center entend promouvoir à partir de 2026 avec son programme Agora Pays, qui va commencer avec la consultation sur le thème Le Sénégal, un modèle démocratique à la croisée des chemins. Voilà. Agora, tout le monde le sait, hein, on dit que c'est la naissance de la démocratie à Athènes. De la démocratie directe, le modèle, où la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et effectivement, à Athènes, c'était le peuple qui se rassemblait et qui prenait le pouvoir. La souveraineté, elle s'exerçait directement. C'est pour ça qu'on parle de démocratie directe. Voilà. Maintenant, bon, les gens ils disent, bon, c'est Agora. Mais nous, on avait nos pinch. On avait nos arbres à palabre. Je pense que c'est tout à fait gratuit de faire naître le fait qu'une assemblée de parole puisse être considérée ou définie comme la démocratie. L'assemblée de parole, c'est Alain Soupio qui définit comme ça aussi la démocratie. Voilà, c'est une assemblée de parole. Ça existait chez les Indiens, au moment même peut-être où comme on dit, les pères fondateurs de la démocratie déjà commençaient à dire ce qu'était la démocratie. C'est un mot ambigu, très paradoxal, parce que les James Adams, à l'époque, rejetaient le mot démocratie. Et là, l'ambiguïté, ça vient d'abord d'Athènes. Hein? Parce qu'à Athènes, le suffrage par le sort, c'est-à-dire par le tirage au sort, c'est ça qu'on appelle la démocratie à Athènes. On pratiquait beaucoup la démocratie. Et la démocratie, c'était le pouvoir du peuple. Et le peuple était vu comme vraiment une entité irrationnelle, pas raisonnable. Et à partir de ce moment-là, ils ont donné naissance à ce qu'ils appellent le gouvernement représentatif. Parce que même le mot démocratie n'existe pas dans la Constitution américaine de 1787. Je parle sous. Voilà. Le mot démocratie n'existait pas aussi. En 1789, ils n'en parlaient pas. C'est la même chose. Hein. C'était 1789, 1776. Là-bas aussi, ce qu'ils appellent la démocratie, en réalité, c'est le suffrage par l'élection. Et les Grecs, depuis Aristote, ils disaient que le suffrage par l'élection, c'est l'aristocratie. Parce qu'il s'agit de l'émergence d'une élite choisie, sélectionnée pour, comment dirais-je, diriger le pays. C'est ça la démocratie représentative. D'ailleurs, John Adams le dit. Et ce n'est pas par hasard, au moment où, effectivement, on a la révolution contre la monarchie britannique aux États-Unis et la révolution contre la monarchie française, l'émergence de ce qu'on appelle la République. Les États généraux se transforment en République. Et la République est née avec ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, à l'époque, c'était ça le pouvoir. Il aurait déjà dit tout le temps, le roi il règne, mais il n'a pas le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'était l'Assemblée nationale. C'est le pouvoir de légiférer, et même c'était le pouvoir aussi de juger en dernière instance. Donc, pour revenir à ce qu'on appelle le gouvernement représentatif, la République, la démocratie, il y a eu au moment, au 19e siècle, où on a confondu démocratie et République. La République, c'est la chose commune, ce que nous partageons. C'est la vertu. Et je pense que nous avons aussi le gouvernement qui met beaucoup l'accent sur la vertu. En
En France aussi, la question de la vertu a fait même la terreur pour ceux qui ont suivi la Révolution française. Mais pour revenir à nous, rechercher et trouver ensemble les réponses les plus appropriées aux crises multiformes et complexes que nous traversons, au plan national, au plan régional et international, dans les domaines politiques, démocratiques, économiques, sociaux, sécuritaires, par le dialogue, la concertation et les interactions sociales, pour anticiper les menaces de chaos, de déflagration de toute nature, fait réellement sens dans le contexte national actuel. Quand on regarde notre contexte aussi, je pense que ce qui caractérise notre contexte, c'est un mot: illisibilité, incertitude. C'est pas où on va, pas très clair, c'est pas trop lisible, on se pose beaucoup de questions. Et effectivement, quand on se pose des questions, il faut se rassembler, discuter sur les difficultés et trouver ensemble les réponses appropriées. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un idéal vers lequel on tend. C'est un idéal dont les concepts sont ambigus, que ce soit le concept de peuple, ça peut se discuter, le concept de, comment on l'appelle aussi, de souveraineté, ça se discute. Et toutes ces questions, les élections aujourd'hui, les élections, pour nous, c'est les élections c'est le permis de gouverner. Vous donnez un permis de gouverner à des gens que vous avez élus, mais comme dit l'autre, vous ne donnez pas de code de la route. À partir du moment où ils sont élus, ils sont libres. Et même ils s'éloignent. C'est ça aussi la fiction de la démocratie représentative. Et il me semble que dans ces questions, c'est la question comment ceux qui gouvernent vont établir des relations avec la société. Parce qu'ils s'éloignent avec la société, s'éloignent avec les citoyens. Et c'est là, effectivement, où ce qu'on appelle la démocratie participative, le fait de voir avec des citoyens actifs, dynamiques, qui s'organisent, qui regardent, qui contrôlent, qui jugent, qui contestent. Ça veut dire que la démocratie, ça va avec la contre-démocratie. Et ça fait système. On ne peut pas avoir une démocratie, effectivement, où, comme on dit, c'est one way. C'est les deux. Et ce qu'on est en train de faire, on est dans la démocratie délibérative à l'heure actuelle. Et ça aussi, ça permet de combler les failles de la mal-représentation. La mal-représentation, vous avez une Assemblée nationale qui doit être une espèce de réalité réduite de la diversité sociale. Et quand vous regardez, c'est loin d'être ça. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on peut avoir aussi d'autres institutions. Et là où je viens aussi sur la question de l'instabilité institutionnelle. On avait le HCCT, on avait aussi le Conseil économique, social et environnemental. Vous vous réveillez, c'est fini. Mais quand vous regardez ces institutions, ils permettaient une représentation de corps sociaux. Effectivement, ça aussi, il faut voir comment travailler pour avoir des institutions qui soient stables, qui soient durables, qui fassent consensus. Parce que souvent, des fois, on invente des institutions pour aussi y mettre ce qu'on appelle la clientèle politique. Il est évident que notre démocratie est la démocratie représentative. Le problème, c'est ça, c'est le problème partisan. Donc, on a une crise de la démocratie représentative libérale partout dans le monde, à cause effectivement des failles que nous venons d'énoncer sur le principe de la souveraineté du peuple, sur le sacre du suffrage universel. Le sacre du suffrage universel, vous votez une fois tous les 5 ans,
et que vous rentrez chez vous. Voilà, c'est ça. Sur la tyrannie des majorités à l'Assemblée nationale. J'ai ma majorité, et donc j'impose mes points de vue. Et il me semble que ça fait partie aussi des failles, des dysfonctionnements. Les partis politiques. Au départ, on avait ce qu'on appelle des partis de la demande sociale. C'était des partis ouvriers, par exemple. Quand vous allez en Europe, c'est ça, les ouvriers, c'est des partis communistes, des partis socialistes. Vous avez une cohérence du corps social, vous avez une cohérence de l'idéologie. Tout ça est éclaté. Donc, de la demande sociale, maintenant, nous avons des mouvements. C'est-à-dire maintenant de l'offre politique. C'est ça aussi le trait caractéristique de ce qu'on appelle les démocraties présidentielles. Qui sont un peu partout en panne. Vous allez aux États-Unis, le président des États-Unis se compare presque au roi. Il a la possibilité de tout faire, d'intervenir sur tout, sur le plan national comme sur le plan international. Et je pense que les Américains se sont manifestés pour dire, écoutez, pas de tigre. Voilà. Chez nous, c'est pareil. Le présidentialisme a accouché de monstres. Avec ce à quoi on assiste, avec la crise, c'est la multiplicité des coups d'État. C'est aussi le problème de la crise. C'est ça aussi de la légitimité politique. Et ces crises sont exacerbées à la fois par des crises économiques, des crises sociales et surtout la crise sécuritaire. Dans la sous-région, crise sécuritaire dont nous n'avons pas pu avoir les réponses les plus appropriées. Et ça aussi, ça fait partie des questions sur lesquelles on doit discuter, les questions géopolitiques qui nous échappent totalement, alors que nous sommes dans une région aujourd'hui qui est le Sahel, qui est pourri de richesses, et puis de richesses vraiment convoitées, comme le lithium, et qui fait l'objet d'une convoitise des puissances impériales, qui utilisent des moyens que nous n'avons pas et qui arrivent à éclater, comme on dit, nos institutions régionales.